Choisir un camp. Chapitre 8. Engagement dans l'US Army. Walter, 27 juillet 1944. La matinée a encore été épuisante. J'ai hâte de rentrer à Sainte-Mère pour retrouver ma Louise qui doit m'attendre. Je l'imagine déjà se jeter dans mes bras. Comme la plupart des habitants du bourg, je vais travailler à vélo, mais aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Il n'y a pas un bruit dans la maison. C'est étrange. Soudain, j'entends quelqu'un dans la cuisine. Quelqu'un qui sanglote. Que se passe-t-il? Annabella? Qu'est-ce qui se passe? Madame Drouin redresse la tête. Elle a les yeux bouffis et les larmes coulent sur ses joues. En me voyant, elle se lève et se jette dans mes bras. C'est Louise, Walter. En entendant le prénom de celle que j'aime, mon cœur rate un battement. Louise, répétai-je en écho. Elle a disparu, Walter. Étienne s'est laissé convaincre de la laisser porter un message à l'église de Chef du Pont. Quoi? Hurlai-je. Comme si elle n'avait pas entendu mon cri, Annabella continue tout en pleurant. Elle est partie à vélo un peu avant 9 heures, et depuis nous ne l'avons pas revue. Comment se fait-il que ce n'est pas Bernard qui est allé? Demandai-je, la gorge nouée. Il était parti à 40 ans, et Étienne devait aller soigner une vache malade. Alors Louise s'est proposée. Étienne pensait qu'Émile devait être à Caen et voulait que les membres du groupe orientent leurs recherches là-bas. Je demande à Annabella où est son mari. Mon cœur bat à 100 à l'heure. La logique veut que ce soit ce fou d'Émile qui l'ait trouvé. Mais s'il y a peut-être une autre explication. Elle a pu être renversée par une voiture. Les chauffeurs américains ne roulent pas vraiment doucement sur les routes. Il y a souvent des accidents. Dès qu'il est revenu, après avoir soigné cette foutue vache, vers 11 heures, Louise n'était pas rentrée. Il s'est inquiété d'emblée. Il est parti aussitôt sur ses traces à Chef du Pont. Il m'a demandé d'aller prévenir Fernande pour que Bernard le rejoigne dès son retour de 40 ans. Cela fait plus de 3 heures maintenant qu'Étienne est parti. Je vais y aller aussi. Je dois la retrouver, il le faut. La mère de Louise n'a pas le temps de rétorquer quoi que ce soit. Je sors en claquant la porte et je réenfourche mon vélo. Sur la route la plus logique menant à Chef du Pont, je roule doucement, à l'affût du moindre indice. Je scrute les bords de la route, les fossés, les entrées de champs ou de prés. « Louise, mon amour, où es-tu » me répétais-je en moi-même en boucle. Je dois la retrouver. Je ne peux pas vivre sans elle. J'ai déjà vécu ce cauchemar lorsque j'ai perdu Elke et mes enfants. Je ne veux pas que ça recommence. Je ne pourrai pas surmonter la perte de Louise. Un peu avant Chef du Pont, j'aperçois Bernard de loin. J'accélère pour le rejoindre. Je ne prends pas le temps de lui dire bonjour, je n'ai qu'une obsession. « Bernard, vous avez trouvé quelque chose ?» Il est pâle comme un linge. Lui aussi n'est pas bien. Il voit aussi que je suis sur les nerfs. « Walter, reste calme. Nous savons qu'elle est bien allée jusqu'à l'église. Le curé nous l'a confirmé, ainsi que l'heure à laquelle elle est repartie. Et là, nous venons de retrouver son vélo. Elle a été enlevée. Manifestement, une voiture a freiné brusquement à cet endroit, d'après les traces, et a dû lui barrer la route. « C'est Émile, tu crois ?» demandai-je, le souffle à moitié coupé par l'anxiété. « Possible. Ou un de ses complices. » Je m'effondre dans l'herbe sur le bas-côté, la tête entre les mains. « Nous allons tout faire pour la retrouver, Walter, » avance Bernard. « Je lui avais promis de la protéger, Bernard, et regarde où nous en sommes. » « Moi aussi, j'ai fait cette promesse, Walter. Tu n'es pas responsable de ce qui arrive. Les seuls responsables sont ceux qui l'ont embarqué. Je l'aime, Bernard. Je l'aime à en crever. Je dois la retrouver. Je chercherai jusqu'à ce que je la trouve. Je lui ai promis que je ne l'abandonnerai pas. Et aujourd'hui, si ça se trouve, elle est aux mains de ce cinglé ou de celle des nazis. » Étienne revient vers nous et est à peine étonné de me voir. « Je suis désolé, Walter. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû accepter la proposition de Louise. » À mon regard, je crois qu'il comprend que je lui en veux, même si je n'ouvre pas la bouche. Je m'en veux à moi aussi. En fait, j'en veux à la terre entière.
Le père de Louise nous informe ensuite qu'un habitant du village a vu une traction avant noire arriver dans le village en début de matinée, entre 9h et 9h30. Il n'avait pas fait très attention, mais il y avait au moins 2 hommes. La voiture était restée un petit moment sur la place de la mairie, puis était repartie en trombe un peu après 10h. Puis elle était repassée dans l'autre sens à peine 10 minutes plus tard. Ça correspond au moment où Louise a quitté l'église. Ces hommes l'ont sans doute guettée déjà à Sainte-Mère, puis ensuite à Chêve-du-Pont pour la choper plus loin, dans cet endroit isolé, car il n'y a aucune maison en vue à cet endroit. Ton raisonnement semble correct, Bernard. Et si c'est le cas, ils ont emmené ma petite Louise vers le sud. Mais jusqu'où exactement? Ils ont pu obliquer vers Caen, ou bien vers le sud de la Manche, dans n'importe quelle zone occupée par les Allemands. Nous allons rameuter tout le monde et ratisser le département. Savoir ma Louise entre les mains d'Émile me rend fou. Pourtant je reste muet. Je pense à tout ce qu'il peut lui faire. La violer, la livrer à la CIPO-SD, la tuer. Des images passent dans ma tête en boucle. Je n'ai aperçu le milicien qu'une seule fois, et le film dans ma tête de ce type abusant de Louise, la torturant, m'est insupportable. J'ai aussi entendu parler des méthodes de la Gestapo. Je visualise une de ces scènes, comme celle que m'avait décrite un soldat qui en avait été témoin et était resté choqué. Ma vision est si réaliste que je perçois l'odeur du sang, d'urine, même l'odeur de la peur et de la mort. Je sens la nausée monter en moi. Ma tête tourne. Bernard et Étienne m'observent, soucieux. Je dois avoir une mine affreuse à voir leur tête. Je m'écarte pour me tourner vers le fossé. Je sens mon estomac se contracter. Un goût amer me remplit la bouche et je ne peux plus réprimer mon envie de vomir. Plié en deux, le contenu de mon estomac se déverse dans l'herbe du bas-côté. Mon visage est baigné de sueur et je frissonne malgré la chaleur ambiante. Lorsque je n'ai plus rien à expulser, je me déplie. Étienne et Bernard sont toujours là, immobiles. « Ça va, Walter ?» demande Bernard. « Si je dis oui, tu ne vas pas me croire. » Évidemment non, ça ne va pas. Louise est entre les mains de ce salaud ou dans celles de la Gestapo, ce qui revient au même. Dieu sait ce qu'ils vont lui faire subir avant de la tuer ou de la déporter. Quoi qu'ils décident, c'est la mort. Soit rapide, soit lente et douloureuse, suite aux tortures ou suite à la déportation. Vous n'imaginez pas ce qu'ils leur font subir dans ces camps. Je suis envahi de chagrin et de colère. Les 2 hommes me regardent comme si j'étais un aliéné. Ce n'est pas très loin de la vérité. La disparition de Louise me rend fou. Je dois absolument me calmer, garder ma lucidité. Nous allons tout faire pour la retrouver, Walter, me lance Étienne. Louise est ma fille, je ne la laisserai pas entre leurs mains. Je vais aller prévenir Burns que je ne serai pas disponible dans les prochains jours. Peut-être aussi que je leur demanderai de l'aide, sait-on jamais. Sur ces derniers mots, je remonte en selle pour prendre la route de 40 ans. Walter, 10 août 1944. Les officiers du centre médical se sont montrés compréhensifs et je dispose maintenant de tout mon temps pour effectuer des recherches avec Bernard. Le père de Louise a sollicité tous ses contacts. Pour l'instant, nous n'avons rien de nouveau. Nous nous rendons régulièrement dans les derniers villages libérés par les Alliés, à la recherche de témoins ou du moindre indice. Jusqu'à ce jour fatidique du 27 juillet, le département de la Manche était pratiquement coupé en deux par la ligne du front s'étalant de Saint-Lô à l'Essai en passant par Périers, ce qui ne facilitait pas les contacts entre les résistants des 2 zones. Depuis, les Alliés ont progressé, mais les obstacles restent nombreux pour les formations clandestines qui traversent la ligne de front très mouvante d'un jour à l'autre. La progression américaine a été favorisée par les bombardements intensifs pour saturer une des zones du front et créer un passage pour les chars Sherman équipés d'un dispositif de coupe-haies, le rhinocéros, leur facilitant le franchissement des haies du bocage normand qui leur avait tant rendu la vie dure jusqu'ici. Les troupes allemandes savaient utiliser le bocage dans leur stratégie défensive. Elles connaissaient bien le terrain, ces petits champs délimités par des haies vives, des barrières et un réseau de chemins creux inextricables pour les Américains qui les comparent à la jungle. Avant l'utilisation du rhinocéros, une petite unité allemande disposant d'une mitrailleuse et d'un mortier pouvait fixer un bataillon américain pendant toute une journée, ce qui minait particulièrement le moral des troupes,
d'autant qu'autour de Caen, les Anglais piétinent aussi. Le front au sud du Cotentin est enfin ouvert. Les Allemands se replient dans le désordre et les chars progressent bien plus facilement désormais, car l'infanterie ouvre la route. Le débarquement de la 2e DB du général Leclerc à Utah Beach est pratiquement passé inaperçu aux yeux de mes compagnons, tant ils sont obnubilés, comme moi, par la recherche de Louise. Il y a bien eu des arrestations, comme celle qui a eu lieu le jour de la disparition de Louise. Nous l'avons su par un des membres de notre groupe, le fermier qui nous avait hébergés une nuit près de Saint-Jean-du-Corail. Madame Capitaine lui a raconté que dans la soirée du 27 juillet, 4 jeunes étaient arrivés au château et qu'ils y avaient été interrogés. Le lendemain, elle les avait aperçus repartant en compagnie d'un des espions à la solde de la Gestapo, mais il n'y avait pas de filles parmi eux. D'autres captifs, des hommes, avaient été amenés à Saint-Jean, 2 par 2, le lendemain. Madame Capitaine les avait vus arriver, les mains liées derrière le dos. Tous avaient passé les nuits du vendredi au dimanche dans le grenier du garage ou dans les communs, en attendant leur interrogatoire. 13 hommes avaient quitté le château le 30 au petit jour, et 5 autres le lendemain. Elle n'avait pas vu de jeune femme rousse. L'abbé Berthelot, le curé de Saint-Jean-du-Corail que nous avons rencontré, a essayé d'intervenir pour adoucir la condition de détention des prisonniers, sans succès. Les démarches du brave curé se sont avérées inutiles, car à chaque fois il a été repoussé et rudoyé par les hommes du SD. Selon lui, il y a bien une centaine de personnes captives, croupissant dans les caves du château, dans l'incertitude de leur sort, dont une femme. Mais cette dernière a été arrêtée à Saint-Hilaire-du-Harcouët et amenée le 9 juillet. Il nous confirme qu'il n'y avait pas de jeune femme parmi ceux qui étaient arrivés depuis le 27 juillet. De même, nous avons tenté de déterminer dans quel secteur la voiture qui avait emmené Louise avait pu circuler. Le 27 juillet, des combats intenses avaient eu lieu à proximité de la route de Perrier et Saint-Lô. Les villes de Perrier et l'Essai avaient été libérées ce jour-là. De violents combats de chars avaient eu lieu près du village de Loré. Le lendemain, c'était le tour de Saint-Sauveur-Landelin, et les Allemands s'étaient repliés vers Coutances. Nous n'avions rien repéré dans ces villes et villages libérés. Pendant ces combats, dans le bocage, les pertes ont été énormes d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, le 5 août 1944, tous les hôpitaux de campagne avaient reçu l'ordre d'être inactifs. Pendant une période de 5 jours, il y avait eu une pénurie de sang totale, et ainsi que d'oxygène thérapeutique pour la première fois. Je suis désespérée. Nous n'avons pas le moindre indice. Aucune trace de Louise ou de son ravisseur. Quant aux agents de la CIPO-SD, ils se sont volatilisés en effaçant les traces possibles de leurs méfaits. L'espoir s'amenuise de jour en jour. Pourtant, nous continuons nos recherches tous azimuts. Avec l'aide du capitaine Nixon, j'ai pu obtenir quelques renseignements précieux. Les points de passage vers la Bretagne sont sous contrôle, même si Mortain n'est toujours pas tombé, et il semblerait que les gestapistes se soient plutôt dirigés vers Paris. Nous n'avons pas encore exploré la piste de la déportation. Or, tous les convois de déportés transitent par la région parisienne. La majeure partie partent de Drancy, même si certains l'ont fait de Compiègne-Royalieu, de Pithiviers ou de Beaune-la-Rolande. En tout cas, depuis 1943, ils sont tous partis de Drancy. Le seul moyen pour moi d'obtenir plus d'informations, c'est d'aller sur place. Seulement, je ne pourrai y accéder que lorsque Paris sera libéré. Et pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Au contraire, Eisenhower et Bradley, engagés dans les combats de la poche de Falaise, prévoient de contourner Paris pour ne pas être ralentis dans leur progression, notamment sur le plan logistique. Libérer Paris et ses 4 millions d'habitants nécessiterait 4000 tonnes de vivres par jour. Néanmoins, le 4 août, je sollicite l'aide du major Burns pour intégrer un bataillon médical. Dans un premier temps, il ne me promet rien, car il va devoir s'adresser à sa hiérarchie, notamment au général Macon, qui commande la 83e division, et intégrer un médecin allemand dans une unité américaine n'est pas chose aisée. Le 8 août, je suis convoqué au château de Franctot, à mi-chemin entre Sainte-Mère-Église et Yéville, où le général Joseph Collins, commandant le 7e corps d'armée, a son quartier général.
Je reçois mon affectation des mains même du général que j'ai croisé maintes fois lorsqu'il venait à l'hôpital, par lequel pas mal d'officiers blessés ont transité. Il a dû évoquer ma situation au général Bradley et a finalement obtenu gain de cause. Ayant déserté la Wehrmacht et devenu un membre de la résistance française, j'ai également droit à une nouvelle identité américaine et à un nouveau matricule au cas où je tomberais entre les mains de mon ancienne armée afin d'échapper à la mort. En réalité, je m'appelle toujours Walter Scheller, mais prononcé à l'anglaise. Et je suis né à Beltsville, comté du Prince George, dans l'État du Maryland, au lieu de Leipzig, en Saxe. Je suis nommé capitaine dans le 4e bataillon médical, rattaché au 22e régiment d'infanterie de la 4e division. Régiment dirigé par le lieutenant-colonel John Ruggles, après le bref passage du colonel Robert Foster, qui avait remplacé le 10 juin le colonel Tribolette, surnommé Trib par ses hommes qui l'appréciaient beaucoup. Je dois me présenter à mon supérieur dès le lendemain matin. Étienne et Bernard vont poursuivre leur enquête dans la Manche. Moi, je vais suivre les Américains jusqu'en Allemagne s'il le faut. Si Louise a été déportée dans un camp de concentration comme résistante française, ce peut être Ravensbrück ou à la rigueur Bergen-Belsen. En principe, les femmes déportées politiques ne sont pas envoyées à Auschwitz, mais je ne peux écarter cette possibilité. C'est ce que j'avais entendu de la part de SS qui s'épanchaient parfois sur le sort des malheureux qui avaient été arrêtés et torturés afin de leur arracher des informations permettant de faire tomber leur réseau. Je commencerai par Bergen-Belsen, qui se trouve à l'est de Hanovre, puis Ravensbrück au nord de Berlin. S'il le faut, j'irai jusqu'en Pologne. Mais peut-être en saurai-je plus en région parisienne, si par bonheur Eisenhower décide de ne pas contourner Paris. J'échafaude toutes sortes de scénarios avant de m'endormir, épuisé pour quelques heures. Je suis debout à l'aube pour rejoindre mon bataillon. L'infime espoir de trouver le moindre renseignement sur ce qu'est devenu Louise me fait tenir. Elle me manque terriblement. C'est comme si on m'avait amputé d'une partie de moi. Le lieutenant-colonel James Howard Dwinell, qui dirige le 4e bataillon médical, a une dizaine d'années de plus que moi, et il est dermatologue, diplômé de la faculté de médecine de Syracuse. Aussi grand que moi, ses cheveux en arrière et ses lunettes rondes lui donnent l'air d'un étudiant. Il exerce pourtant depuis plus longtemps que moi, puisqu'il a commencé en 1926 à Rye. J'ignore s'il connaît mon passé, j'imagine que oui. Cependant, j'attendrai qu'il me pose des questions. Pour l'instant, je ne mentionne que mes expériences professionnelles sans être trop précis. Au passage, j'apprends que la 4e division, toujours aux ordres du major général Barton, n'est plus rattachée au 7e corps d'armée commandé par le général Collins, mais au 8e, dirigé par le lieutenant-général Troy Middleton, depuis le 15 juillet. Nous sommes 24 officiers, médecins ou chirurgiens dans le bataillon, qui comporte aussi 2 officiers dentistes, 8 administratifs encadrant plus de 400 hommes, dont une soixantaine de sous-officiers et une cinquantaine de techniciens. C'est un capitaine comme moi qui s'occupe de l'approvisionnement du bataillon médical et de la division pour tout ce qui concerne le matériel de santé. Comme tout officier de l'armée américaine, je me vois remettre une partie de mon uniforme et de mon équipement de campagne par les services de l'intendance, casque, plaque d'identité et brassard de la Convention de Genève nominatif, ceinturon en coton avec pochette de premiers soins individuels, gourde et quart en fer qui l'accompagnent, musette qui peut être portée en bandoulière ou en sac à dos pour le transport des rations et des affaires personnelles, masque à gaz, sac de couchage et bedding roll, tente individuelle, gamelle et couvert. J'apprends à cette occasion que le reste, uniforme de combat d'été, d'hiver et de parade, du caleçon jusqu'au manteau en laine en passant par les chaussures et les insignes, ainsi que le matériel de toilette est à ma charge. Surprenant, mais dans l'armée américaine, c'est à l'officier de se les procurer dans le civil, sur sa solde en respectant les standards de couleur et de coupe dictés par l'armée. Heureusement, depuis mai 1942, l'armée a passé des contrats avec des firmes civiles pour la réalisation d'uniformes en prêt-à-porter, vendus à tarifs préférentiels et plafonnés dans les foyers d'officiers des casernes. En ce qui me concerne, les uniformes et le reste sont déjà prêts pour moi, avec un mot du major général Barton, à la tête de la 4e division d'infanterie. Ces tenues sont de seconde main, mais en très bon état.
Des tenues flambant neuves pourraient en effet paraître étranges. J'apprends simplement que je ne percevrai pas la prime de 150 $ prévue pour leur achat et que je percevrai une solde de 200 $ chaque mois. Comme je suis aussi devenu avant tout un officier de l'armée à la tête d'une petite unité, je dispose donc du même matériel que mes homologues des autres branches pour accomplir les tâches liées à cette fonction. Un porte-cartes avec plusieurs crayons, une règle et une pochette transparente pour le stockage des cartes d'état-major, une boussole et sa pochette de transport à fixer au ceinturon, un sifflet et une lampe torche. À cela s'ajoute la musette de service de santé contenant le matériel médical. Je constate que dans celle-ci figurent les fiches médicales d'urgence, et je vais devoir me familiariser avec les différentes abréviations en usage dans l'US Army, même si j'en connais déjà un certain nombre, tels que WIA pour Wounded in Action, GSW pour Gunshot Wound. Je m'aperçois aussi d'innovations dont nous ne disposions pas au front dans la Wehrmacht, comme les sirettes de morphine, prêtes à l'emploi et à usage unique, à administrer certes en sous-cutané et non en intraveineux, ce au détriment d'une vitesse d'action plus lente et d'un risque de mauvaise absorption en cas de choc ou d'hypothermie par vasoconstriction périphérique, mais tellement plus pratique car il n'y a aucune dilution à préparer. Dans mon ancienne trousse de secours allemande, j'avais un kit permettant de réaliser des injections intraveineuses contenant les aiguilles et le petit stérilisateur à aiguille de poche, ainsi que des médications comme strychnine, atropine et morphine en comprimés à diluer dans de l'eau stérile. Je note que parmi les médications orales, il n'y a que de l'aspirine et des laxatifs, ainsi que des sulfamides en comprimés et en poudre à usage local, plus un kit spécial pour le traitement des brûlures et des blessures oculaires. La division ayant combattu fin juillet à Canisy et Pont-Brocard, elle est en ce moment au repos, mais pour peu de temps, car les troupes allemandes sont maintenant dans une logique de repli vers la Seine. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas beaucoup de travail, au contraire. Les hommes consultent plus facilement dans ce contexte à l'écart du danger des combats. Beaucoup ont besoin de réassurance sur leur état de santé et d'explications sur ce qu'ils peuvent ressentir à cause de la peur et de l'angoisse. Or, il s'avère que l'état de santé de certains hommes se situe entre les deux extrêmes prévus par toute armée. Soit inapte physiquement ou mentalement et admis à l'hôpital, soit apte au service et bon pour suivre le reste de la troupe sans restriction. Si seulement c'était aussi simple. Ce climat, néanmoins plus serein, va me permettre de faire connaissance avec la compagnie à laquelle je suis affecté, à savoir une compagnie de triage, et de m'habituer à son fonctionnement. Outre le quartier général du bataillon, il y a 3 compagnies de ramassage et une de triage-traitement, c'est-à-dire la mienne. Une organisation différente par rapport à un bataillon allemand, qui comprend une compagnie de ramassage, une de triage, avec une équipe chirurgicale et une de réanimation, toutes 3 de taille identique. Rien de très nouveau pour moi, puisque, comme dans la Wehrmacht, les blessés reçoivent les premiers soins d'urgence, tels que pansements, sulfamide, hémostase, appareillage de fractures, injection tonicardiaque ou calmante, grâce aux moyens sanitaires de l'extrême avant, tant en personnel qu'en matériel des corps de troupes ou des sections de ramassage détachées dans les unités de combat. Ils sont ensuite évacués par les véhicules sanitaires des compagnies de ramassage. Les jeeps sont souvent utilisés pour cela, transportant jusqu'à 4 blessés sur civière. Les compagnies de ramassage sont les seules à disposer d'ambulances, et il y en a 12 par compagnie, ainsi que 5 camions pour le commandement, la reconnaissance et le fret, avec 2 remorques de fret et une remorque citerne. Les moyens de l'armée américaine sont impressionnants en matériel comme en personnel, puisque dans chacune des compagnies de ramassage œuvrent 2 capitaines, 2 premiers lieutenants, 1 sous-lieutenant, 14 sous-officiers, 6 techniciens et 82 soldats de première classe, dont certains sont des techniciens. Leur organisation leur permet d'intervenir dans un court délai auprès d'un blessé. C'est dans la compagnie de triage-traitement à laquelle j'appartiens désormais que sont effectués les actes médico-chirurgicaux si importants, révision des garrots, des appareillages, réanimation, transfusion, etc., qui permettront l'évacuation des blessés vers les formations de l'arrière dans les meilleures conditions possibles. Installée dans le dur ou sous tente, elle est poussée vers l'avant aussi loin que le permettent la sécurité des blessés et la stabilité relative exigée par la minutie des soins
que nécessite leur état. En cas d'avance rapide, elle se dédouble en 2 sections, dont l'une se porte rapidement vers l'avant, tandis que la seconde assure la continuité des soins pendant ce déplacement. Je vais travailler avec un premier lieutenant et 22 soldats, avec à notre disposition 4 camions, dont 2 de fret et 2 remorques, l'une pour le matériel, l'autre pour l'eau. C'est une petite équipe, il est donc facile de repérer qui est qui. En revanche, il est compliqué de rester trop distant, au risque d'être suspect. Je décide donc de jouer franc jeu avec mes collaborateurs américains directs. La surprise passée, ils sont rassurés par le fait que j'ai œuvré pour la résistance et travaillé depuis le débarquement aux côtés des médecins américains à 40 ans et à Yéville. Je suis avantagé par le fait que 2 soldats m'ont côtoyé dans les premiers jours du débarquement. Si moi je ne les avais pas reconnus, eux, oui. Je ne regrette donc pas d'avoir révélé qui je suis et pourquoi je suis parmi eux aujourd'hui. Cette sincérité s'avère payante dès les premiers jours. Les 2 soldats, Alvin et Harris, se souviennent très bien de Louise. Je ne sais s'ils se souviennent plus de l'infirmière ou de la jolie Française rousse. Ils ont bien en mémoire ma collaboration avec Willis McKee, qui a rejoint l'Angleterre depuis, en attendant sa prochaine mission. L'évocation de Louise par Alvin et Harris me renvoie au manque d'elle. Le travail est mon seul moyen de combler ce vide intérieur, comme cela avait été la seule chose qui m'avait maintenu hors de l'eau lors de mon triple deuil en 1942. Tout est cependant différent aujourd'hui. Louise n'est pas morte. Je ne peux pas envisager cette éventualité. Quelque chose en moi me dit qu'elle est vivante quelque part. Je la retrouverai, et nous nous aimerons encore plus fort. Dans mes rêves, je la vois, ma Louise, si belle, ses cheveux flamboyants étalés sur l'oreiller, ses prunelles bleues si éclatantes de vie. Il m'est impossible d'oublier ses magnifiques yeux limpides et ardents qui ont décidé de ma destinée, son beau sourire laissant apparaître ses dents nacrées comme des perles, et 2 petites fossettes sur ses joues. J'aime tout en elle, son visage délicat avec ses taches de rousseur sur son nez fin, l'ombre tremblante de ses cils plus sombres sur ses joues, son regard tendre et caressant, ses mains délicates aux doigts longs et fins, les formes charmantes de son corps. Puis soudain, dans mon rêve, je vois son visage qui prend la blancheur du marbre, ses bras tomber le long de son corps, comme si les muscles en étaient dénoués, ses jambes fléchir et se dérober sous elle. Cette image me réveille en sursaut, le front inondé de sueur avec la sensation d'étouffer. J'essaie de reprendre une respiration normale. Ce n'était qu'un cauchemar. L'amour de ma vie ne peut pas mourir. J'ai surmonté mon premier deuil, mais cette fois, je ne pourrai pas. Louise est devenue tout ce que j'ai, avec ma mère, qui, je l'espère, est encore en vie. L'amour que j'éprouve pour elle est indestructiblement enraciné. Personne ne peut l'arracher, c'est impossible. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour la voir aussi distinctement que si elle était présente en réalité. Près d'elle, je suis vivant, et je suis certain qu'elle m'attend quelque part.